On y va. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième session de la journée des Artist Talks by The Eyes. The Eyes est une maison d'édition et de production d'événements dans la photographie et vous pouvez découvrir nos publications et la revue The Eyes au stand SE14. Et j'ai le grand plaisir pour ce talk, Antoine, juste pour le principe, oui, sur le principe des talks, c'est 15 minutes autour de la dernière publication de l'artiste, pour ceux qui ne le savent pas encore. Voilà, et on a 3 artistes pour cette session. Antoine D'Agata, on est là ensemble pour parler de Praxis, ton dernier ouvrage qui est sorti chez Studio Vortex. Antoine, tu es un des rares photographes français de renommée internationale. Tu interromps tes études à 17 ans pour vivre dans le monde de la nuit. En 91, tu t'inscris à l'ICP à New York sans expérience et étudies notamment avec Larry Clark et Nan Goldin. Sans véritable port d'attache, tu vis et photographies à travers le monde. Alors, c'est un exercice pas évident de parler de ton travail. On a essayé, j'ai posé des questions, j'ai dit comment tu décrirais le travail d'Antoine. Et c'est pas évident. Et alors, tu t'en parleras encore mieux que moi, évidemment. Je te cite quand même la manière avec laquelle tu en as parlé dans un des textes que j'ai lus. Dans mes œuvres les plus récentes, j'essaye de forger un langage secret, illégal, construit en déconstruisant l'esthétique. Mon intention est de pervertir et détruire les perspectives qui polluent les normes du langage photographique. C'est toi qui as dit ça, ouais. Je suis assez d'accord. T'es d'accord avec ce que tu as dit ? Bon, ça tombe bien. L'année dernière, on a découvert ton travail sur la crise sanitaire virus à la Fondation Brownstone et à travers ton livre édité par ta propre maison d'édition Studio Vortex. Et c'est cette année que tu publies Praxis, Codex Mexico 86-2021, un journal intense de plus de 30 voire 40 ans, enfin un peu moins de 40 ans, 35 ans, de voyage au Mexique. Le livre Praxis forme une sorte de labyrinthe photographique composé de citations d'auteurs, d'images datant de 86 à 2021, des documents récents, des sérigraphies, des gravures réalisées par des artistes militants mexicains ou des prisonniers. C'est le développement de la violence exponentielle que connaît la société mexicaine qui est ici exposée à travers tes photographies. Alors ma première question, c'est quand même, comme on dit, plus de 35 ans d'images. C'est un travail de rétrospectif assez important que tu as fait autour de ton travail sur le Mexique. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler ? Quel effet ça a fait ? Est-ce que tu as vu un peu l'évolution entre 86 et 2021 ? Vous m'entendez ? Oui. Je sais pas. Un peu. Bon, alors, je crois qu'il y a différents niveaux de lecture possibles de ce livre. Une d'entre elles, effectivement, elle tient au langage photographique. Il y a une sorte de négation du langage qui passe par une exploration permanente et un renouvellement permanent du langage. De fait, dès que je me sens enfermé ou confortable dans une forme, je casse tout pour aller et c'était un peu le principe de ce livre au départ, c'était de faire un peu le tour de ces langages. J'avais un chiffre dans la tête qui était 36, je voulais arriver et on l'a un peu dépassé, mais effectivement, c'est une succession de tentatives pas avortées, parce que chaque fois, je pense que ça va quelque part, mais c'est une fois que je touche à quelque chose, je bouge, je vais ailleurs, pour pas me sentir dans la répétition ou dans le confort du style. Donc c'est une sorte de fuite permanente. Après, il y a un autre type de fuite qui est plus personnel, qui est plus intime. Mais l'intimité étant pour moi pas forcément un espace privé, mais un espace que je confronte au monde. Donc cette intimité, elle est ancrée dans la violence de ce contexte-là, dans des populations plus que marginales. Donc ça c'est le deuxième aspect. Et donc il y a beaucoup d'autoportraits dans le livre. Je suis présent physiquement et à plein de niveaux dans les situations que je photographie. Il y a un autre niveau de lecture qui est lié plus spécifiquement au Mexique, parce qu'effectivement la violence là-bas ne fait que augmenter. Et donc comment... Enfin, c'est une chose que j'ai déjà expliqué, mais c'est vrai que
pour moi, il y a deux types de violence. Il y a une violence qui est plus institutionnelle, qui est en général économique et politique. Et je positionne contre cette violence. Il y a une autre violence qui est criminelle, on va dire, qui est un peu dans laquelle j'ai grandi. Et donc cette violence-là, je l'aborde d'une manière très différente. Elle fait partie de moi, et des communautés dans lesquelles j'évolue. Donc ces deux violences au Mexique, pour la première fois, après des années de photographie, j'ai réalisé qu'en fait, longtemps j'ai une vision un peu binaire, c'est-à-dire la bonne violence et la mauvaise, le crime contre l'économie. Au Mexique, en fait, elle a pris un tel degré, elle s'est intensifiée à un tel point qu'elle détruit tout et tout le monde. Donc il n'y a plus de gentils, de méchants, il n'y a plus les bons et les mauvais. Elle anéantit à la fois les êtres, les structures sociales. Enfin, et ça, il a fallu dealer avec ça. Il a fallu. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un peu ta démarche sur le terrain? Comment... Il n'y a pas de démarche. Tout le travail, comment dire, je suis toujours photographe et en même temps je ne suis jamais photographe. Tout est basé sur des relations intenses, excessives, fortes, autodestructrices souvent, avec ceux que je photographie. Donc, c'est ni une stratégie, ni une méthode. C'est pour moi la seule position possible, c'est-à-dire qui est construite sur ce qui au départ était une fascination. Quand j'étais adolescent, j'avais une fascination pour ce monde obscur. Et peu à peu, c'est devenu une dépendance, c'est devenu la communauté de ceux avec qui que j'entends et qui m'entendent. Donc c'est quelque chose à la fois de très intime et de très politique. D'où le travail je pense que dans le travail, si on prend le temps, on peut y trouver des dimensions à la fois existentielles, à la fois politiques, à la fois autobiographique. C'est un journal aussi. Le livre est aussi... Elle est accompagnée justement aussi de citations d'auteurs. Oui, depuis toujours, quand je voyage, j'ai toujours voyagé avec Plissac, j'ai toujours lu et détruit les livres que je lisais au fur et à mesure que je les détruisais pour rester... pour garder une certaine légèreté. Et donc, tous ces petits bouts de romans, d'essais souvent et de romans parfois, dont parfois j'ai perdu la source. Donc j'ai cité tous ceux dont il faut me rappeler, mais ce sont des bouts de papier qui m'accompagnent et qui sont une sorte de programme, les mots à la hauteur desquels j'essaie de vivre. Et donc ils accompagnent ce livre. Les images, tu l'as dit, c'est 35 ans. Les premières images ont été faites avant la photographie. Lors d'un voyage, c'est une longue histoire, mais un voyage initiatique avec quelqu'un qui était photographe. Et donc les premières images, 86, remontent à cette époque-là. Les dernières ont été faites il y a pas plus de 2 mois. Donc c'est vraiment il y a une temporalité aussi qui est intéressante, à la fois dans mon parcours et dans l'évolution de la situation. Donc justement sur ton travail, tu dis, tu nous lis vraiment ces images à l'état brut. Tu dis, alors je te cite encore, j'ai payé le prix de ce choix de vie dans ma chair propre. C'est très fort et ça te définit. Pour moi, ça a toujours été une condition en fait du travail. C'est-à-dire que j'ai jamais été photographe, ni reporter, ni artiste. J'ai toujours considéré que la photographie était un outil qui me permettait de vivre au-delà de mes propres capacités, au-delà de mes propres possibilités. Donc je me sers de la photographie pour pousser plus loin ou trop loin mes expériences. Ça m'a permis aussi d'approcher des mondes qui sont assez hermétiques et assez réticents à toute intrusion, parce que je paye le prix. Je paye le prix, mais c'est un choix. C'est devenu une dépendance avec le temps aussi. Donc, rien n'est... on est toujours dans cette zone ambiguë, inconfortable entre la volonté, l'addiction, la fascination, la rage aussi. Il y a aussi le fondement de tout ça. Dès l'adolescence, j'étais déjà... Là aussi, c'est trop long pour en parler ici, mais j'ai grandi dans des milieux qui étaient à la fois très politiques et très
ce qu'on appelait la zone à l'époque. Donc j'étais dans cette marge avec à la fois une conscience assez aiguë de comment je voyais le monde réel, et en même temps ça passait pas par des discours, des mots, ça passait par la violence de la rue. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai tenté, et j'estime que j'ai gardé cette intransigeance de ne renoncer ni à la conscience, ni à la volonté de générer des méthodes de survie et de combat autres. Est-ce que tu peux nous expliquer ce titre, Praxis, qui est un terme philosophique? C'est très simple, c'est simplement c'est par rapport à ces mots-là, par rapport à ces idées, comment on transforme ça en expérience propre. Et ça passe par la violence, par la douleur, par l'empathie aussi, par j'allais dire solidarité, c'est un autre type de vocabulaire, mais toutes ces choses se fondent en une. Donc Studio Vortex, on l'a cité, c'est ta maison d'édition. On connaît ton appétence pour la production prolifique de livres. Est-ce que, comme on est dans une discussion vraiment autour de la pratique éditoriale, dans le processus de création, qu'est-ce que le livre, quelle place a-t-il dans ta création, et pourquoi ce besoin de produire du livre? C'est un peu... c'est quoi le mot? En fait, je suis sûrement la dernière personne qui devrait parler des livres, parce que j'ai pas d'amour du livre, j'ai pas de respect, j'allais dire, du livre. Je fais les livres comme ultime manière de ne pas lâcher prise, d'avancer. Donc je fais que des livres impossibles, que je finis rarement à temps, et qui sont toujours inaboutis, inachevés. Ils sont toujours imparfaits. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est de continuer, c'est de pousser l'effort au-delà de ce qui est envisageable a priori. Et donc, ils sont tous extrêmement difficiles à... Enfin, en tout cas, voilà, c'est un moyen, c'est le moyen que j'ai de continuer à travailler. J'ai pas beaucoup d'autres champs possibles d'expression et d'action. Donc, ils sont... je ne suis jamais dans la monstration de quelque chose qui est achevé, abouti, que j'ai envie de partager. C'est toujours des aventures... à corps perdu, en essayant de façon désespérée d'arriver à quelque part. Studio Vortex, c'est un peu plus que ça, parce que c'est les livres que... même les livres que je fais avec des éditeurs normaux, enfin, en raison de la normalité, Studio Vortex ne fait que des livres impossibles, c'est-à-dire des livres que personne ne veut faire dans des conditions qui sont pas tenables, dans des économies qui sont insensées. Et donc, c'est que des livres qui sont... donc, j'en parlais aujourd'hui encore avec les personnes de Vortex. C'est un peu plus loin encore dans l'impossibilité. Et après, c'est vrai qu'avec le temps, il y a une certaine expérience. Je pense que c'est bien sûr, vis-à-vis des lecteurs, c'est un terrain privilégié de communication, c'est raconter une histoire, quelqu'un en face pour les écouter, ce qui est énorme déjà, parce que c'est pas toujours le cas dans la vraie vie. Donc c'est à la fois quelque chose d'utile, de beau, mais en tout cas je tente de ne pas me laisser enfermer dans cette logique. Enfin, je crois que le monde de la photographie aujourd'hui est sous l'influence de ce marché du livre, de l'édition, et pour moi la photographie est quelque chose autre chose encore. Ça reste quelque chose de plus pur, de plus innocent. Et le livre est un vecteur formidable pour... mais c'est la même chose pour le marché de l'art, le marché du livre. Voilà, c'est des logiques qui ont leur propre équilibre, leur propre habitude. Et j'essaie en fait de ne pas devenir prisonnier de ces logiques-là. Et justement, par rapport à ce projet, on va dire rétrospectif, quelque part sur le Mexique, comment as-tu pensé la maquette? Est-ce que ça a été pour toi aussi un autre moyen? On sait que le projet est aussi exposé à la Galerie des Filles du Calvaire. Sur le papier, sur le livre, c'est une autre manière de le raconter. Comment as-tu réfléchi justement à poser? Alors les pixels, c'est... Ouais. La question serait plutôt comment je me suis empêché de réfléchir. Le livre, il s'est fait au mois d'août, après avoir bossé sur le Covid pendant des mois. J'ai eu le Covid au Mexique. Donc il y avait cette partie, il y avait la maladie, il y avait la nuit, il y avait
la consommation, elle consomme. Il y avait l'urgence, des aspects techniques, donc c'était un cauchemar. Le livre s'est construit en même temps que l'exposition. Donc il y a dans le livre toutes les images qui ne sont pas de l'exposition, qui étaient un peu trop dures, qui étaient un peu trop difficiles. Mais il n'y a pas de compromis. C'est vraiment, en fait, le seul principe vecteur, c'est de toujours porter cette expérience du livre même jusqu'à dans mes propres retranchements physiques, émotionnels, mentaux, et en termes de deadline, de logique, pour que l'objet existe. Donc c'est un cauchemar continu. Enfin, c'était une... D'ailleurs, voilà, chaque fois on dit plus jamais, c'est pas possible, et en même temps, pour revenir à Georges Bataille, c'est là que ça m'intéresse. Quand c'est un peu plus que quand ce n'est plus raisonnable, quand ce n'est plus... Est-ce qu'il y a des questions dans le public? C'est le moment ou jamais. Personne ne veut poser une question à Antoine D'Agata. Alors là... Ah, attends. Ça marche? Est-ce que tu as une idée globale du livre, comment il va être avant de commencer, avant de choisir les images? Est-ce que tu as une idée globale, par exemple le papier Bible pour le petit, ou pour celui-là, tu as une idée du format? Alors, est-ce que tu as une idée globale de la manière avec laquelle tu abordes le livre? Dans ce cas spécifique, il y avait des contraintes que je n'ai pas d'habitude, parce qu'il y a bien l'exposition qui était avec. Donc, j'avais ces deux problématiques. J'avais envie de montrer beaucoup d'images avec peu d'espace. Donc, la forme de la grille s'imposait pour pouvoir montrer beaucoup dans... Il y avait des problèmes techniques. Je voulais que ces grilles soient faites d'images individuelles et pas... Donc, il y avait des contraintes financières et... il y avait des contraintes narratives, il y avait de montrer un petit peu cet échantillon, enfin, de langage différent. Donc plein de choses qui faisaient que le format vertical, la grille, il y avait cette volonté de garder les femmes au centre de cette histoire, parce que c'est elles les premières qui paient d'abord le prix de cette violence au Mexique. Donc il y avait ces grandes images qui étaient importantes, il y avait la volonté de les remettre au cœur de ces questions-là. Donc plein de choses qui ne sont pas forcément, facilement liables, on dit. Et après, je crois que ma façon de travailler fait que, parce que je ne travaille jamais à partir d'une idée ou d'un concept, je ne travaille qu'à partir de façon très instinctive. Enfin, c'est toujours un mélange de pensée le plus possible et le mieux possible et le plus autrement possible, et que les choses soient toujours complètement justes, instinctives, intrinsèques. Donc, en fait, je me perds rarement. C'est-à-dire que dans les archives, en y plongeant, il n'y a pas d'images qui sont hors sujet, il n'y a pas d'images qui sont décalées, il n'y a pas d'images qui sont... tout est... Et ça depuis 20 ans. Je ne travaille que dans... Je creuse un sillon, en fait, qui est unique, qui est mien. Et donc c'est à la fois très difficile et très facile, dans le sens où il faudrait, passe par page, s'arrêter à chaque image et expliquer qu'est-ce que... Mais tout ça ne fait qu'un tout. Je sais pas si je réponds. Malheureusement, le temps passe. Antoine, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez rencontrer Antoine sur le stand de The Eyes où tu signeras ce livre à 16h, après ce talk, après la session. Et voilà, merci beaucoup Antoine. Merci beaucoup, merci à vous.